des pétales sur le mauvais lit. Hasard ou indice discret? Bienvenue dans Dossier. Je suis votre animateur, Étienne. Dites-nous d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Je suis impatient de le savoir. Vos indices permettront à l'énigme de s'épanouir. C'est parti. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle de Hillside House, projetant des taches dorées sur le sol du salon où Madame Sylvia Denham répétait le plan de table pour le thé de fiançailles de sa fille. Une fois de plus, pour la 6e fois. C'est important. Où les gens sont assis. Ernest, réprimanda-t-elle son mari ce matin-là. Tout a un sens ici. C'est pour ça que nous avons quitté Londres. Le thé de fiançailles n'était pas seulement une annonce, c'était une déclaration. Sylvia avait passé près de 2 ans à convaincre sa fille Iris d'approcher Edward Browning, dont la famille possédait la pharmacie locale, et 3 cottages attenants. Maintenant, enfin, Iris avait dit oui, et Sylvia voulait que tout le village le sache. À 15 heures, la pelouse de Hillside House était parsemée de chaises longues et de tables basses, chacune portant un plateau recouvert d'un apron, rempli de tartelettes miniatures au citron, de gâteaux parfumés à la violette et de sandwichs au concombre bien trop légers pour gêner la digestion. Les invités venaient principalement du cercle de Sainte Mildred, la femme du pasteur, le vieux monsieur Alcombe du comité de la bibliothèque, la stricte mais observatrice Miss Larkin et bien sûr Miss Jane Marple, confortablement assise sous la clématite en fleurs, une petite tasse de thé à la main et un sourire plus doux. C'était un après-midi anglais parfait, légèrement gâché par l'absence d'Iris. « Où est passée cette fille ?» murmura Sylvia, les lèvres pincées, tandis qu'elle offrait un autre biscuit à Miss Marple. « J'imagine qu'elle prend un moment pour elle, » dit Miss Marple, comme le font souvent les jeunes filles avant un grand changement. C'est une sorte de silence émotionnel avant le début de la musique, vous ne trouvez pas? Sylvia prit à peine note de la remarque. Elle se retourna vers les portes-fenêtres et appela. « Iris, les invités demandent de tes nouvelles, ma chère. » Mais aucune réponse ne vint. Edward Browning se tenait là, une main maladroitement enfoncée dans la poche de son gilet, sirotant lentement une tasse de Darjeeling. Il était pâle. « Je devrais peut-être aller voir comment elle va, » proposa-t-il, posant déjà sa tasse. Sylvia hocha brusquement la tête. Sa chambre est au bout du couloir ouest. Miss Marple sirotait son thé en silence. C'est alors seulement qu'elle remarqua la jeune fille en robe jaune qui l'observait de l'autre côté du jardin, une inconnue, d'une 20aine d'années peut-être, debout près de la haie la plus éloignée, sous les lilas. Elle n'était pas sur la liste des invités, c'était certain. Lorsque Miss Marple se retourna pour demander si quelqu'un la connaissait, la jeune fille était déjà partie. À l'étage, Edward frappa doucement à la porte d'Iris et l'appela. Silence. Il a ouvert la porte. Et puis vint le bruit qui allait briser le doux bourdonnement de l'après-midi. Un cri paniqué, le craquement sec de quelque chose qui tombait, suivi de pas précipités et du halètement strident de Madame Denham. Miss Marple se leva doucement et entra avec les autres. Iris Denham était allongée sur le lit, immobile et très pâle, ses cheveux étalés sur l'oreiller brodé comme un halo de feu. Un flacon de parfum en cristal s'était brisé au sol. Edward s'agenouilla près d'elle, le visage blême, vérifiant son pouls. Un parfum de pétales écrasés emplissait l'air, des roses, sans aucun doute. Mais c'était autre chose qui attira l'attention de Miss Marple. À côté de la tête d'Iris, sur la taie d'oreiller, en lin fin, se trouvaient de délicats pétales de fleurs, des camélias blancs, pas des roses. Miss Marple cligna des yeux une fois,
Puis une autre fois, il y avait un vase de roses rouges dans la pièce, certes, mais aucun signe de camélia blanc dans la maison. Et les camélias, se souvenait Miss Marple, n'avaient toujours poussé qu'à Lilac Cottage, juste en bas de la rue, où l'ancienne professeure de piano d'Iris, l'insaisissable Madame Annabel Gray, avait vécu, jusqu'à son départ soudain il y a 3 ans, dans des circonstances curieuses. Le docteur Trask fut appelé. Elle est vivante, mais à peine. Une sorte de barbiturique, je parie, murmura-t-il gravement. Intentionnel ou accidentel. On ne le saura qu'à son réveil. La police est arrivée. Quelques déclarations chuchotées ont été recueillies. La plupart ont supposé qu'il s'agissait d'une tentative de suicide. La plupart. Mais Miss Marple resta près de la cage d'escalier, remuant les pétales dans sa tête. Les pétales de fleurs sur le mauvais lit, dans la mauvaise maison, au mauvais moment. « Oh là là !» murmura-t-elle à personne. « Quelqu'un a commis une terrible erreur. » Et puis elle jeta un coup d'œil au piano dans le coin du couloir, récemment dépoussiéré, mais avec une légère trace sur une touche. Ce n'était pas la musique qui avait déclenché le thé ce jour-là. C'était le silence. Mais cela ne finirait pas ainsi. Le salon s'était lentement vidé, laissant derrière lui des tasses de thé renversées et des gâteaux à moitié finis, dont la gaieté semblait désormais grotesque. Dehors, quelques voisins s'attardaient en petits groupes silencieux le long de l'allée du jardin, la voix basse, comme si les haies elles-mêmes pouvaient transmettre des murmures jusqu'à la chambre du malade à l'étage. Sylvia Denham était assise, raide, dans le fauteuil le plus proche de l'âtre, les mains si serrées sur ses genoux qu'elles en étaient blanches aux jointures. En face d'elle, Mademoiselle Larkin, toujours trop prompte à interpréter les événements, se penchait avec une urgence haletante. Eh bien, si c'était un suicide, elle a certainement choisi le droitin moment pour ça. Imaginez le drame. Tout le village était présent, et le jour de ses fiançailles. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qu'Edward a dit? Sylvia leva les yeux, injectés de sang et cassant. Edward ne le ferait jamais. Non, bien sûr que non, dit mademoiselle Larkin trop vite. Pourtant, on entend des choses. Miss Marple s'était postée près de la fenêtre, d'où elle pouvait écouter sans en avoir l'air. Elle observait Edward, seul, près du camélia, qui allumait et éteignait nerveusement une cigarette sans jamais vraiment la fumer. Les ragots s'installèrent déjà, comme la moisissure qui s'infiltre dans un papier peint oublié. Madame Carleton, l'épouse du pasteur, avait déclaré d'un ton assuré qu'il s'agissait d'un cas d'hystérie féminine provoqué par la nervosité et une lecture excessive de romans français. Pendant ce temps, le vieux monsieur Alcombe avait marmonné quelque chose sur les dangers de la suréducation chez les jeunes femmes. Même le docteur Trask avait commencé à suggérer que la jeune fille avait peut-être simplement préparé son somnifère trop fort. Mais Miss Marple, tout doucement, commença à poser ses propres questions. Pas à voix haute, bien sûr. Elle les posait intérieurement, une par une, les confrontant aux réactions des personnes présentes. Pourquoi une jeune fille tenterait-elle de se suicider dans une maison pleine d'invités le jour de ses fiançailles? Un jour arrangé jusqu'au dernier sandwich? Pourquoi aurait-elle choisi son propre lit, soigneusement fait, fraîchement repassé, où aucune trace de sommeil ou de perturbation ne pouvait être vue, à l'exception du flacon de parfum brisé et de la seule trace de poussière sur le piano du couloir? Et pourquoi, pensa encore Miss Marple, y aurait-il pétales de caméliasure l'oreiller, ni des roses, ni des lilas, mais des camélias? Le lendemain matin, le village de Seine, Mary Bramble était entrée dans cette phase particulière de scandale rural, dans laquelle chaque conversation,
peu importe comment elle avait commencé, la météo, le prix des œufs ou le nid de poule devant l'église, revenaient à Iris Denham. Les Denham, comme on pouvait s'y attendre, s'étaient retirés de la vie publique. Une pancarte manuscrite apposée sur la pharmacie indiquait « fermé » en raison d'une urgence familiale, même si Edward Brownings n'était pas encore officiellement de la famille. La rumeur disait qu'il n'était pas rentré chez lui ce soir-là, mais qu'il était resté chez les Denham, arpentant le salon comme un pénitent. Miss Marple, quant à elle, avait fait sa promenade matinale habituelle, son châle bien serré, contre le vent printanier tardif. Elle s'arrêta, comme elle le faisait souvent, devant le portail de Lilac Cottage. La maison était vide depuis un certain temps, 3 ans, peut-être un peu plus. Les haies étaient envahies par la végétation, et le portail du jardin pendait de travers, sur ses gonds, bien que quelqu'un ait récemment huilé le loquet. C'est ce que remarqua Miss Marple. Quelqu'un avait récemment huilé le loquet. Il n'avait pas grincé. Elle se pencha légèrement et cueillit un pétale de camélia pâle dans l'herbe, juste devant le portail. Il était flétri sur le bord, mais sa forme était reconnaissable. Puis elle se retourna, très lentement, et retourna vers la grande rue. Plus tard dans la journée, Miss Larkin entra en trombe dans l'épicerie, pleine d'intention et d'un ton très confidentiel. « Eh bien, déclara-t-elle à quiconque se trouvait à portée de voix du comptoir à biscuits. J'ai entendu dire qu'Iris était toujours inconsciente, mais le médecin dit que ce n'est qu'une question de temps. Ils ont exclu une overdose? Ce n'était peut-être pas un suicide du tout? » Miss Marple, debout à proximité, une boîte de sucre d'orge à la main, dit d'un ton doux. « C'est curieux. Alors comment a-t-elle ingéré le barbiturique, je me demande ?» Mademoiselle Larkin cligna des yeux. Ça aurait pu être n'importe quoi. Un somnifère, quelque chose dans le thé. Mais aucun des autres invités ne s'est senti malade, n'est-ce pas? Non, je suppose que non. Miss Marple lui offrit un sourire doux. Et quel timing! On aurait pu croire qu'une personne aussi bouleversée aurait manifesté quelque chose, mais Iris semblait heureuse la semaine dernière, à la cérémonie de décoration florale de la paroisse. Plutôt joyeuse, je trouve. Mademoiselle Larkin semblait hésitante. Oui, mais ces jeunes filles, elles gardent tout pour elles. Oui, dit Miss Marple, ou quelqu'un l'a mise en bouteille pour eux. Cela suffisait à renvoyer Miss Larkin en trombe, désespérée de rapporter cette nouvelle théorie à la femme du vicaire. Ce soir-là, Miss Marple rendit discrètement visite à l'inspecteur Grange au commissariat. C'était un homme grand et raisonnable qui appréciait les observations de Miss Marple, même s'il l'avouait rarement à voix haute. « Vous êtes ici à propos de la fille de Denham », dit-il en lui faisant signe de s'asseoir sur la chaise en bois, en face de son bureau. Miss Marple hocha la tête et retira ses gants. « Juste pour vous offrir une petite réflexion. Je ne souhaite pas vous déranger. »« Vas-y alors. » On l'a retrouvée sur son lit, dit Miss Marple, mais la taie d'oreiller était ornée de pétales de fleurs, des camélias blancs. Oui, Trask l'a mentionné. Ça semblait sans importance. Il y avait un bouquet dans la pièce. Miss Marple sourit doucement. Des roses, inspecteur, d'un rouge profond. Les camélias sont très différents et plus difficiles à trouver. Grange se gratta la tête. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que les pétales venaient d'ailleurs, d'une autre pièce, peut-être, d'une autre maison. Elle marqua une pause délicate. On se demande si Iris n'a pas été déplacée après coup. Elle a bougé. Grange fronça les sourcils. Tu dis qu'elle ne s'est pas effondrée dans son propre lit? Je pense qu'elle a été placée là, intentionnellement,
pour que regarder comme si elle se l'était fait à elle-même. L'inspecteur le fixa du regard. « Mais pourquoi ?»« C'est là, » dit Miss Marple en se levant, « que nous devons résoudre, n'est-ce pas ?» Elle quitta la gare discrètement, mais dans son sillage, l'atmosphère changea. La version officielle, déjà fragile, commença à s'effondrer. Le lendemain matin, la première véritable faille apparut dans le récit du village. Iris Denham, pâle et secouée, ouvrit enfin les yeux. « Elle se souvient, » dit le docteur Trask à Sylvia d'un ton grave. « Des bribes, du moins. » Elle dit qu'elle était fatiguée. Elle est allée se coucher dans une autre chambre, une chambre que sa mère n'aurait pas pensé à vérifier. Elle dit qu'elle n'a jamais pu retourner dans son lit. Miss Marple, en entendant la nouvelle, hocha simplement la tête. À midi, la femme du pasteur avait déclaré Iris délirante. À l'heure du thé, mademoiselle Larkin posait des questions pointues sur qui détenait les clés de Lilac Cottage. Et le soir, Miss Marple avait écrit un mot discret, demandant une visite à une femme à laquelle peu de gens avaient pensé depuis des années, Madame Annabel Gray, ancienne professeure de piano. Autrefois liée au Denham, elle est restée longtemps au village, même si elle se cachait au grand jour. Miss Marple plia le mot, le scella dans une enveloppe crème et se dit doucement « On déplace rarement des pétales de fleurs par accident. » Et quand cela arrive, c'est souvent pour cacher quelque chose. Elle tapota sa tasse de thé une fois, 2 fois, et le jeu, quel qu'il soit, avait tranquillement commencé. La lettre de Miss Marple à Madame Annabel Gray était courte, sans prétention, et soigneusement rédigée. Elle arriva dans une modeste pension de famille, en bordure de Much Coddlestone, adressée non pas à Annabel Gray, mais à Maleud Montgomery, un nom que la propriétaire avouait n'avoir appris que récemment, celui d'un ancien professeur de musique aux nerfs fragiles et à l'aversion pour les conversations bruyantes. La lettre ne demandait aucune confession, ne contenait aucune accusation. Elle suggérait simplement un thé au salon de Thé Rose and Fern jeudi à 15h30, pour le bien d'un vieux visage en mal de gentillesse. L'invitation a été acceptée. Le jeudi arriva avec une brise agitée et des nuages hésitants, entre soleil et bruine. Miss Marple arriva, pile à l'heure, choisissant une table près de la fenêtre d'où elle pouvait voir à la fois la rue principale et les personnes venant du cimetière. Elle portait un cardigan bleu poudre et une broche en forme de myosotis et sirotait son thé lentement, avec l'air de quelqu'un qui n'attendait pas. À 15h33, une femme entra, vêtue d'un manteau vert, délavé, et d'une cloche en feutre qui lui tombait légèrement sur un œil. Son visage était maigre, tiré d'une manière qui suggérait que le temps ne l'avait pas épargné, sans toutefois lui faire perdre toute élégance. « Jane », dit-elle d'une voix à la fois calme et sèche. « Annabel », répondit Miss Marple en se levant, pour lui serrer doucement la main. « Tu n'as pas changé. Toujours la même grâce calme. Je suis si heureuse que tu sois venue. » Annabel resta assise, regardant autour d'elle avec prudence. J'ai failli ne pas y arriver. Oui, je pensais que tu pourrais le ressentir. Miss Marple lui en servit une tasse. Aujourd'hui, c'est cynorhodon et cannelle, un peu exotique pour Saint, Mary Bramble, mais étonnamment agréable. Annabel accepta la coupe, mais ne but pas. « Je sais pourquoi tu m'as écrit, » dit-elle après une pause. « J'ai lu un article sur Iris dans le journal. » Miss Marple hocha la tête. Elle se rétablit, heureusement. Mais la situation reste préoccupante. Les doigts d'Annabel se tendirent autour de la tasse de thé. « Je n'y suis pour rien, » dit-elle rapidement. « Je suis partie depuis 3 ans, Jane.
Parti pour une bonne raison. Tu te souviens des rumeurs, la façon dont Sylvia déformait tout. J'étais son bouc émissaire bien avant mon départ. Je me souviens, dit doucement Miss Marple. Je me souviens aussi que tu as appris à Iris à jouer du Chopin, avec plus de sensibilité que sa mère ne le jugeait approprié. Les lèvres d'Annabelle se courbèrent légèrement. Elle a pleuré après sa première leçon, la pauvre. Non pas que j'ai été cruel, mais parce que c'était la première fois qu'on lui disait qu'elle avait le droit de sentir quelque chose sur les touches. Lui as-tu parlé récemment ? Demanda Miss Marple. Depuis ton retour ? Annabelle hésita. Une seule fois, mardi dernier, elle m'a trouvé par hasard, ou peut-être volontairement. Elle est arrivée au chalet, a vu la lumière à la fenêtre. Je suppose qu'elle s'en est toujours souvenue. Et elle est venue seule. Annabelle cligna des yeux. Oui. Et comment était-elle ? Effrayée, murmura-t-elle. Pas comme les jeunes filles ont peur des ombres ou des examens. Elle avait peur, point de quelqu'un. Elle n'a pas voulu dire qui. Miss Marple posa doucement sa cuillère à café. Des pétales de camélia blanc ont été trouvés sur le lit où elle a été découverte. Mais ils ne venaient pas de chez elle. Ils venaient de chez toi, Annabelle. Annabelle ferma les yeux. Je ne les ai pas placés là. Je vous crois, dit Miss Marple, sans hésiter. Mais je pense que vous devriez me dire qui d'autre est entré dans cette maison. Annabelle détourna le regard vers la rue. Quelqu'un m'observait, murmura-t-elle. Je l'ai remarqué la semaine de mon retour. Une ombre de temps en temps, au-delà de la haie. Une fois, j'ai trouvé le portail de derrière déverrouillé, alors que je le verrouille toujours. Mais je n'ai rien pu prouver. Quelqu'un qui aurait pu suivre Iris après qu'elle vous ait rendu visite ? Peut-être, ou peut-être guettait-il tout autre chose. Miss Marple se renversa en arrière, les sourcils froncés d'une douce inquiétude. Ce sont toujours les gens, et non les ombres, qui m'effraient. Les ombres nous indiquent simplement la présence de quelqu'un à proximité. Annabelle a finalement pris une gorgée de son thé. Tu penses que ce n'était pas une tentative de suicide ? J'en suis presque certaine, dit Miss Marple. Je pense qu'Iris était destinée à être retrouvée. Je pense que quelqu'un l'a placée là, où elle serait découverte assez vite pour ne pas mourir, mais pas assez vite pour parler. Mais pourquoi ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, dit doucement Miss Marple. Le samedi, une étrange énergie régnait sur le village. La pharmacie avait rouvert, mais c'était le père d'Edward, M. Browning Senior, qui se tenait désormais derrière le comptoir, le visage sombre et laconique. Edward lui-même n'avait pas été vu depuis 2 jours. Mademoiselle Larkin a insisté sur le fait que c'était de la culpabilité. Il a dû la pousser à ça, émotionnellement, bien sûr. Les hommes trouvent toujours un moyen de rendre leur déception plus facile, sont en échec. La femme du pasteur, à son tour, soupçonna une grossesse. Ces choses-là n'arrivent pas sans provocation. Miss Marple ne fit aucun commentaire. Elle se contenta de prendre sa place habituelle à la fenêtre de la bibliothèque et d'observer. À midi, elle aperçut ce qu'elle attendait. Edward Browning, descendant rapidement la rue principale, col relevé, le visage détourné. Mais ce n'était pas vers la maison Denham qu'il se dirigeait. C'était vers la ruelle qui menait à Lilac Cottage. Miss Marple se leva, remit son livre sur l'étagère et la suivit à distance. Elle n'est pas allée bien loin. Un cri strident rompit le silence, suivi d'un bruit de verre brisé et d'un cri de femme. Lorsque Miss Marple atteignit le portail, 2 voisins accouraient déjà vers le bruit. Dans le jardin de Lilac Cottage,
Annabel Gray se tenait figée sur le seuil, tremblante. La fenêtre arrière avait été brisée. Derrière elle, à moitié recouvert de pots de fleurs et de terre, gisait Edward Browning. Il était vivant, mais hébété, avec du sang sur sa manche et un regard de pure panique dans les yeux. Miss Marple arriva à la porte et parla calmement, avec autorité. « Que quelqu'un aille chercher le docteur Trask. Et veuillez demander à l'inspecteur Grange de venir immédiatement. » Elle est entrée. Annabel parlait déjà, d'une voix rapide et essoufflée. Il est entré par effraction. Je ne sais pas ce qu'il pensait trouver. Il a dit « Iris savait qu'elle avait quelque chose, une lettre, un enregistrement. » Edward gémit sur le sol. « Je ne voulais pas, » marmonna-t-il. « Elle n'aurait pas dû y aller. Elle n'aurait pas dû s'en souvenir. » Miss Marple s'agenouilla près de lui, non sans gentillesse. De quoi se souvenait-elle, Edward? Mais il ferma les yeux. Derrière eux, le buisson de camélias ondulait au gré du vent, et Miss Marple repensa aux pétales disposés avec intention, aux ombres se mouvant avant la tempête. Elle ne savait pas encore tout cela, mais elle était proche, et elle soupçonnait que ce dont Iris s'était souvenu, ou avait découvert, avait moins à voir avec l'amour qu'avec le chantage, la trahison, et quelque chose de perdu bien avant que ses fiançailles ne soient annoncées. Edward fut emmené discrètement, non pas menotté. L'inspecteur Grange était bien trop malin pour cela, mais avec la retenue prudente que l'on réserve aux hommes qui ne maîtrisent plus entièrement leur propre histoire. Il protesta, peu, tandis qu'on le conduisait hors de Lilac Cottage, marmonnant des excuses et des dénégations hésitantes, comme si les deux étaient interchangeables. Le docteur Trask, de nouveau appelé, lui prescrivit du repos et de l'observation. « Il n'est pas dangereux, » dit-il à voix basse à l'inspecteur. « Mais quelque chose se défait en ce jeune homme. Il a très peu de prise sur la vérité et sur ce qu'il craint d'être vrai. » Miss Marple, restée dans le jardin avec Annabel Gray, resta silencieuse un long moment. Elle se contenta d'examiner la vitre brisée, les pots de fleurs en désordre, les légères rayures sur le cadre en bois de la porte. À ses pieds gisait une enveloppe déchirée, piétinée dans la bagarre. Elle se pencha lentement pour la récupérer. Il ne restait plus aucune lettre à l'intérieur. Seul un fragment d'écriture restait accroché aux bords du rabat. 2 mots, pas à toi. Annabel s'affala dans un fauteuil en osier et serra fermement les accoudoirs, la voix brisée. Je n'aurais jamais dû revenir. Je pensais que le temps avait passé. Je pensais que le poison répandu par Sylvia s'était évaporé. Miss Marple s'assit à côté d'elle. Le poison se fane rarement sans surveillance. Il trouve simplement de nouvelles racines pour s'implanter. Elle plia soigneusement l'enveloppe et la glissa dans son sac à main. « Dites-moi ce que vous savez sur Edward. » Annabel hésita. Il a toujours été un garçon calme, obéissant. Trop, peut-être. Iris m'a dit qu'il était devenu étrange ces derniers temps. Autoritaire. Pas vraiment cruel, mais autoritaire. Comme s'il avait peur de perdre quelque chose et ne savait pas comment lui demander de rester. Miss Marple hocha la tête. La peur de perdre ressemble souvent à une forme de contrôle, surtout chez les hommes à qui on n'a jamais appris que douceur n'est pas synonyme de faiblesse. Annabel se tourna vers elle. « Tu crois qu'il a essayé de la tuer ?»« Non, » répondit Miss Marple pensivement. « Je crois qu'il a essayé de l'effrayer. Peut-être de la faire taire. Je ne crois pas qu'il ait voulu la tuer, mais faire, il croyait qu'il visait le pouvoir. Il voulait qu'elle soit suffisamment effrayée pour obéir, mais pas au point de disparaître. »
Annabelle ferma les yeux. « C'est pire, d'une certaine manière. »« Oui, » répondit Miss Marple, « c'est vrai. » Ce soir-là, alors que le village bourdonnait encore de théories, Miss Marple retourna à Hillside House. Sylvia Denham ouvrit la porte, l'air cassant et détourné. « Si c'est à cause d'Edward, Jane, je dois vraiment protester. Il est extrêmement stressé. Tout le monde parle de lui comme d'un monstre. » Miss Marple retire ses gants, avec une précision calme. « Je suis ici pour parler à Iris. Si elle se sent prête. » Sylvia hésita, puis s'écarta. « Elle est dans la véranda. Mais je ne veux pas la contrarier. »« Je suis juste ici pour écouter, » dit doucement Miss Marple. Iris était blottie dans une couverture sur la chaise longue de la véranda, une tasse de camomille fraîchement infusée, refroidissant sur la table d'appoint. Son teint était encore pâle, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient resté depuis des jours. Lorsqu'elle aperçut Miss Marple, elle esquissa un pâle sourire. « Tu me crois ?» dit-elle doucement. « Personne d'autre ne me croit. »« Je le sais, » dit Miss Marple. « Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à combler les lacunes entre ce que nous voyons tous et ce qui s'est réellement passé. » Iris s'assit lentement, serrant plus fort la couverture autour de ses épaules. « Je suis allée chez Annabelle parce que je me souvenais de quelque chose, une lettre que je n'étais pas censée trouver. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Dites-moi. » « Je rangeais les tiroirs du salon, » dit Iris. « Maman m'a dit de jeter tous les vieux cahiers de musique, ceux qu'Annabelle avait laissés. J'ai trouvé la lettre cachée dans une feuille de Chopin. Elle était adressée à Annabelle, mais jamais envoyée. L'écriture était celle d'Edward. Il a dû l'écrire après son départ du village. »« Qu'est-ce que ça disait ?»« C'était un aveu, » murmura Iris, « d'une erreur. Quelque chose qu'il avait fait, quelque chose qui l'avait poussé à partir. Il l'avait supplié de n'en parler à personne. Il avait dit que son père le renierait. Il avait dit que Sylvia avait promis de s'occuper de tout, s'il se taisait. Il n'avait que 17 ans à l'époque. » Miss Marple croisa les mains. « Et avez-vous gardé la lettre ?»« J'ai essayé, mais j'avais peur. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était peut-être juste une honte de jeunesse. Mais Edward est arrivé à la maison à l'improviste ce soir-là. Il était en colère. Il a dit que j'avais fouiné. Je ne lui avais même pas parlé de la lettre, mais il savait, il n'arrêtait pas de demander où il était. Il disait « Si je l'aimais, je le brûlerais. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, même si ses yeux se rétrécirent légèrement. « Et toi ?»« Non, je l'ai caché. Je l'ai emmené à Lilac Cottage le lendemain. Je pensais qu'il serait en sécurité là-bas. Mais je crois qu'il m'a suivi. Cette nuit-là, je me souviens avoir entendu un bruit par ma fenêtre. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans mon lit, confus et nauséeux, avec des pétales sur l'oreiller et un goût amer dans la bouche. Et la lettre ? Disparue, dit Iris. Il a dû le trouver. » Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « Tu as très bien fait, ma chère. Tu t'es souvenu de la vérité même quand on a essayé de te la voler. C'est une preuve de force. Tu sais ce que c'était ?» demanda Iris. « Qu'est-ce qu'Edward a fait pour que Annabelle parte ?»« J'ai une théorie, » dit doucement Miss Marple. « Mais j'ai besoin d'en être certaine. Et je crois que Sylvia détient le fil conducteur. » Elle se leva, se tourna vers le couloir et trouva Sylvia qui planait juste derrière la porte. « Je protégeais ma famille, » dit Sylvia sèchement, comme si ces mots lui conféraient un bouclier. Annabelle n'a jamais été à sa place. Ici, elle était toujours trop proche de choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Miss Marple pencha la tête. Edward n'était qu'un enfant, mais il a commis une erreur. Et vous,
peut-être par amour, peut-être par peur, avait choisi de l'enterrer. La voix de Sylvia se brisa. Il avait 17 ans. Elle était son professeur. La voix de Miss Marple devint calme, presque triste. Alors, était une accusation, et Annabelle a préféré l'exil au scandale, et vous l'avez fait taire, non pas pour elle, mais pour votre fils. Elle a menacé tout ce que nous avions construit, s'exclama Sylvia. Non, dit Miss Marple, vous pensez, elle le ferait, mais en vérité, Annabelle avait déjà décidé de partir discrètement. C'est ta propre peur qui a donné du poids à l'incident. Les mains de Sylvia tremblaient. Tu ne comprends pas ce que c'est, Jane. De voir l'avenir de son enfant dépendre du silence. Oui, oui, répondit Miss Marple, et je comprends que le silence, une fois choisi, reste rarement immobile. Sylvia ne dit rien de plus. Ce soir-là, Miss Marple écrivit de nouveau à l'inspecteur Grange. Elle joignit l'enveloppe déchirée, le récit d'Eris, et une simple phrase. La lettre a disparu, mais les ombres qu'elle projetait demeurent. Interrogez le professeur de musique, interrogez la mère, mais surtout, interrogez ce qui n'a pas été dit. La vérité, Miss Marple le savait, était désormais proche. Mais il faudrait une dernière conversation pour tout révéler. Et elle savait déjà où cela devait se passer. Après tout, le piano se trouvait toujours dans le couloir. Et les touches, bien que récemment polies, se souvenaient exactement de qui les avait touchées. Il était tôt le matin, lorsque Miss Marple retourna à Hillside House pour la deuxième fois en autant de jours. Une légère bruine était tombée pendant la nuit, embuant les haies et lavant les rues en silence. Tout sentait vaguement la pierre humide et la lavande, et le village lui-même semblait silencieux, comme s'il se préparait à quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Elle avait envoyé un message par l'intermédiaire d'Iris, une demande polie de parler à Sylvia en privé, sous prétexte de la réconforter. Sylvia, fière comme toujours, ne refuserait pas une visite ainsi encadrée. Les apparences comptaient toujours, même lorsque les murs de la respectabilité commençaient à trembler. La maison était faiblement éclairée, les rideaux tirés malgré l'heure. Sylvia recevait Miss Marple dans le salon, où personne ne s'asseyait, sauf en présence d'un invité. Le service à thé en argent était poli, le plateau intact. Sylvia était perchée, raide, au bord du fauteuil en brocart, sa colonne vertébrale exprimant le contrôle. Miss Marple entra avec un doux sourire, retira son châle humide et s'assit comme s'il s'agissait d'une visite sociale ordinaire. « J'espère que je ne suis pas arrivée à un moment inopportun, » dit-elle, en joignant les mains sur ses genoux. Je me suis simplement dit, après tout ça, ça pourrait aider de parler. Sylvia expira lentement, son sang-froid étant remonté. Iris se repose encore. Elle touche à peine à sa nourriture. J'ai du mal à la faire parler. Elle guérit, répondit doucement Miss Marple. Mais la guérison commence parfois par la vérité, pas par le silence. Sylvia ne répondit pas. Il y eut un long silence, réconfortant pour Miss Marple, intolérable pour Sylvia. Puis, sans tambour ni trompette, Miss Marple jeta un coup d'œil vers le couloir, vers la silhouette floue du piano, droit encore visible à travers la porte ouverte du salon. « Je suis passée l'autre jour, et j'ai remarqué le piano, » dit-elle d'un ton léger. « Que de beaux souvenirs liés à la musique, tu ne trouves pas? Même si je dois admettre que j'ai toujours trouvé que la touche de do dièse accrochait un peu, comme si quelque chose en dessous accrochait de temps en temps. » Les mains de Sylvia se serrèrent légèrement. Ce piano n'a pas été joué depuis des années. Non? Miss Marple haussa doucement les sourcils.
J'avais cru voir une trace, le jour du thé de fiançailles, une simple trace de doigt sur l'ivoire. Sylvia ne dit rien. Son silence en disait long. Miss Marple continua d'une voix calme et posée. Je me demande, était-ce la clé, celle qu'Annabelle utilisait pour illustrer le motif descendant de la sonate qu'elle enseignait à Iris? C'est le genre de détail dont une fille se souviendrait, même des années plus tard. « Tu tournes autour du pot, Jane, » dit Sylvia d'un ton sec. « Je le suis, » acquiesça-t-elle, « parce que j'essaie de te donner la possibilité d'y arriver par toi-même. J'ai pensé que tu préférerais ça, plutôt que d'être traîné là-bas par des hommes en uniforme et des rideaux tirés. » Sylvia se leva brusquement. « Si vous êtes venu accuser mon fils, je ne l'ai pas fait, » répondit Miss Marple, sans ambages. « Je suis venu vous rappeler que cacher la vérité ne l'a jamais, dans toute l'histoire, empêché de faire surface. Cela ne fait que la faire remonter à la surface, de manière plus horrible et plus violente. » Sylvia lui tourna le dos. « Tu ne comprends pas ce que c'était. J'avais un mari qui comptait sur moi pour protéger notre nom. Un fils trop facile à diriger, une enseignante qui aurait dû savoir qu'il ne fallait pas faire preuve de gentillesse envers un garçon sans précaution. » Le ton de Miss Marple ne changea pas. Annabelle ne l'a jamais accusée. Pas à ce moment-là, même après son départ. Sylvia se retourna, les yeux brillants. « Parce que je l'ai supplié de ne pas le faire. Je l'ai supplié. » Et elle a accepté. Sylvia hocha la tête, la voix brisée. Elle est partie, discrètement. Elle a dit qu'elle disparaîtrait. Mais Edward n'a plus jamais été le même après. Il était obsédé. Je lui ai dit que c'était fini, terminé, enterré. Mais il, regardez pour elle, Jane, même après toutes ces années, il ne pouvait pas s'en passer. Miss Marple se pencha légèrement. Et quand Iris a trouvé la lettre, les épaules de Sylvia s'affaissèrent. Il est venu me voir, paniqué. Il a dit qu'elle avait trouvé quelque chose, qu'elle posait des questions. Il voulait que je lui parle, que je la calme. J'ai essayé, mais elle n'a pas lâché prise. Elle a dit qu'elle devait me le rendre, qu'elle ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Et il l'a suivie jusqu'à Lilac Cottage. Oui, et après ça, quoi d'autre? La bouche de Sylvia tremblait. Il est rentré le lendemain matin, pâle comme du lait. Il a dit qu'elle s'était évanouie, qu'elle avait pris quelque chose par accident. Je pensais qu'il voulait dire je l'ai fait à elle-même, je recherchais croire ça. Mais ensuite, il a dit qu'elle n'était pas rentrée et qu'il ne savait pas quoi faire. « Alors vous l'avez ramenée, » dit Miss Marple doucement. « Vous l'avez déplacée, dans son propre lit. Vous avez fait comme si elle avait choisi cela elle-même. » Sylvia se rassit, le souffle coupé. Je pensais que si je pouvais lui acheter un peu de compassion, peut-être que le village lui pardonnerait ses errances. Peut-être que les gens oublieraient la conversation. Mais Edward, il est fragile, Jane. Il l'a toujours été. Miss Marple la regarda avec douceur. Et vous avez passé votre vie à confondre protection et silence. C'est une vieille erreur, Madame Denham. Beaucoup de femmes avant vous l'ont commise. La plupart ne réalisent que trop tard que le silence ne protège pas nos enfants. Il les isole, et parfois, il les conduit à se croire seuls, même s'ils ne le sont pas. Sylvia pressa une main sur son visage. Dehors, la pluie avait recommencé, plus forte maintenant, traçant des lignes sur les fenêtres comme les longs doigts de la mémoire. Miss Marple se leva. « Je vous laisse maintenant, » dit-elle doucement. « Mais je pense que l'inspecteur Grange viendra bientôt. Je ne lui ai pas dit de venir, je lui ai simplement dit que le moment était venu. » Lorsqu'elle atteignit la porte, elle se retourna une fois de plus. « Une dernière chose, » dit-elle. « Les pétales de camélia. C'était ton idée ?» Sylvia leva les yeux, surprise. « Non, » murmura-t-elle. « Ce
Ça devait être Edward. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'Iris avait laissé tomber quelque chose par terre, en s'évanouissant. Il pensait que c'était logique. Je n'ai pas demandé plus. Miss Marple hocha la tête, presque pour elle-même. « Curieux, murmura-t-elle, parce que les camélias ne tombent pas comme ça. Ils tombent entiers, intacts, comme une fleur, pas pétale par pétale. » Et sur ce, elle sortit dans le matin gris. Lorsqu'elle atteignit le bout du chemin, elle entendit la cloche de l'église sonner 10 heures. Elle n'accéléra pas le pas. Elle savait, sans se retourner, que l'inspecteur Grange était déjà en route. Le village se réveillerait bientôt, changé. Et derrière les portes closes de Hillside House, une femme qui avait passé des années à prétendre contrôler l'histoire serait enfin forcée de vivre à l'intérieur de la vérité. L'inspecteur Grange arriva à Hillside House sans aucun agent en uniforme, juste son carnet de notes en cuir souple et une expression patiente, celle des hommes venus entendre ce qu'ils savent déjà. Sylvia Denham l'accueillit, dans le vestibule avec un léger sourire, le rouge à lèvres légèrement taché, la posture toujours droite, mais l'illusion du commandement déjà s'effritant. Elle le conduisit au petit bureau, au fond du couloir, une pièce rarement utilisée, si ce n'est pour la correspondance et le rangement des vieux bulletins scolaires. En refermant la porte derrière eux, elle redressa un cadre accroché au mur sans le regarder. Le silence s'étendit entre eux comme un rideau tiré. « Je ne demanderai pas d'avocat, » dit-elle simplement. « Ça ne sert à rien. » Grange haussa un sourcil mais ne l'interrompit pas. « Vous êtes ici pour Iris, pour Edward, pour la lettre, pour... et le piano, et pour la fille qui n'a jamais vraiment quitté notre maison, même après que je l'ai chassée. » Il ouvrit son carnet sans rien écrire. « Vas-y. » Sylvia était assise à son bureau, les mains jointes devant elle avec une lenteur prudente. Sa voix était plus faible que d'habitude, comme si les journées passées à sauver les apparences l'avaient vidée de quelque chose de vital. À 17 ans, Edward, commença-t-elle, est tombé dans l'illusion que seuls les garçons sans grande expérience et à l'imagination trop romantique peuvent avoir. Il croyait qu'Annabel Gray était amoureuse de lui. Vraiment ? Non, répondit rapidement Sylvia. Non, je crois qu'elle était gentille avec lui, peut-être même un peu trop. Elle louait son jeu, encourageait sa créativité. Il n'avait pas vraiment d'amis de son âge. Il était toujours solitaire. Il prenait l'attention pour de l'intimité. Grange fit un petit signe de tête, sans toujours écrire. Il lui écrivait des lettres, il les laissait dans des cahiers de musique. Elle ne répondait jamais. Un jour, elle est venue me voir, discrètement, avec dignité. Elle m'a montré le dernier mot qu'il avait écrit. C'était embarrassant, enfantin, mais pas sinistre. Elle a dit qu'elle démissionnerait et quitterait le village avant que quiconque ne la prenne. Mais ce n'était pas la fin, insista doucement Grange. Non, Edward ne pouvait pas laisser passer ça. Il la blâmait pour son départ. Je crois qu'une part de lui a toujours cru que je l'avais chassée. Et à vrai dire, c'était le cas. Sa voix se brisa légèrement. Je ne voulais pas de ragots. Je ne pouvais pas les supporter, pas dans ce village. Alors j'ai laissé une histoire se développer qui nous a protégés. Qui l'a protégée? Et ce faisant, j'ai laissé la blâmer. Elle était plus âgée, célibataire, un peu atypique. Les gens y croyaient parce qu'ils le voulaient. Je n'ai rien dit pour les corriger. Et la lettre? Je l'ai retrouvée il y a un mois, sur le banc du piano, cachée dans le livre de Chopin, exactement là où elle l'avait laissée. J'avais l'intention de le détruire, mais j'ai hésité, Je crois qu'une part de moi voulait qu'Iris le sache. Elle se posait des questions. Elle en pose toujours.
Elle est plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » Grange l'étudia attentivement. « Tu me dis que tu l'essaies. Est-ce qu'elle l'a trouvée? » « Je l'ai mis dans le tiroir où je savais qu'elle rangeait, » a admis Sylvia. Je me suis dit que c'était pour forcer les choses, mais en réalité, je crois que j'étais fatigué. J'étais fatigué de me contenter des contours d'une histoire qui n'avait plus de sens. « Et Edward, je ne sais pas ce qu'il a fait cette nuit-là, » dit-elle, seulement qu'il est revenu le lendemain matin, en disant qu'Iris s'était évanouie dans le jardin de Lilac Cottage et qu'il l'avait ramenée à la maison. J'aurais voulu le croire, mais quand j'ai vu les pétales sur l'oreiller, j'ai compris qu'il s'était passé autre chose, quelque chose de délibéré. Grange prit enfin son stylo. « As-tu aidé à la mettre au lit? » ?»« Oui. » »« Lui avez-vous administré quelque chose? » ?»« Non. C'était déjà fait, quoi que ce soit. Je l'ai juste arrangé. Lui ai brossé les cheveux, lissé les draps. Je pensais que si cela ressemblait à un moment de désespoir, les gens manifesteraient de la pitié, pas de la suspicion. Grange marqua une pause. « Vous réalisez que ce que vous avez fait a entravé une enquête criminelle. »« Oui, » murmura-t-elle, « mais je sais aussi que ça lui a sauvé la vie. Parce que si Edward avait pu l'expliquer à sa façon, personne n'aurait cherché plus loin. » Il hocha lentement la tête, sans agressivité. « Merci, Madame Denham. Nous aurons besoin d'une déclaration complète, bien sûr. Mais pour l'instant, je vous laisse vous reposer. » Après son départ, Sylvia resta assise, immobile, un long moment. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Il résonnait plus fort que jamais. À la même heure, Miss Marple était assise dans le petit salon de musique de Lilac Cottage, face à Iris. La jeune fille paraissait plus forte maintenant, toujours pâle, mais ses propres pensées étaient revenues. Le brouillard des sédatifs s'était dissipé, et seule subsistait la résilience. « Tu sais, » dit doucement Iris, en caressant du doigt le creux d'une tasse de porcelaine. « J'ai cru l'imaginer pendant des jours, que tout cela n'était qu'un rêve. Mais quand je suis entré dans cette pièce hier et que j'ai revu le piano, vraiment je l'ai vu, je me suis souvenu de tout. » Miss Marple lui adressa un petit sourire encourageant. « Le corps oublie beaucoup de choses. Mais les doigts se souviennent, surtout quand ils ont appris un morceau de musique par cœur. »« C'était la même sonate, » dit Iris. « Je l'avais pratiquée ce jour-là, avant que tout cela n'arrive. Quand j'ai trouvé la lettre dans la partition, j'ai cru qu'on me l'avait laissée. D'une certaine manière, c'était le cas. J'allais le donner à Annabelle, continua Iris, non pas parce que je voulais dénoncer qui que ce soit, mais parce que je me sentais mal de le cacher, comme si ça avait été un attendant à voir. » Miss Marple hocha la tête. « Le passé reste rarement enfoui tant que la douleur respire encore en dessous. » Iris leva soudain les yeux. « Tu crois qu'Edward voulait me faire du mal? » Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment avant de répondre. « Je pense qu'Edward ne fait pas la différence entre possession et amour. C'est une confusion dangereuse pour tout homme, mais surtout pour quelqu'un à qui on a appris que le silence est aussi une forme d'amour. » La pluie avait cessé lorsque Miss Marple sortit. Le ciel s'éclaircissait, un bleu pâle perçant à travers les nuages qui s'éloignaient. Un rouge-gorge traversa la haie en s'élançant, dispersant des gouttelettes sur son passage. Elle s'arrêta près de la porte, jetant un coup d'œil au cottage. Le camélia avait perdu une autre fleur. Celle-ci était tombée entière, intacte, reposant parfaitement sur l'herbe humide. Miss Marple se pencha et le ramassa doucement. Ce n'était pas une preuve, c'était simplement de la mémoire, rendue visible,
Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin. Ce fut le lendemain matin, sous la lumière pure d'un dimanche sans nuages, que les derniers fils du mystère commencèrent à se nouer. Le village de Saint-Mary-Bramble, si souvent bercé par le silence de la routine, semblait désormais animé par quelque chose de plus lourd que les ragots. Chez le marchand de légumes, on parlait d'Edward Browning, emmené dans un établissement privé du Dorset, pour se reposer, disait-on, mais personne ne savait vraiment de qui il s'agissait. Devant le bureau de poste, le vieux monsieur Alcombe murmura qu'Iris Denham avait été vu se rendre seul à l'église. Et n'était-ce pas quelque chose, la force de cette jeune fille, après tout ce qu'elle avait enduré? Miss Marple n'alla pas à l'église ce matin-là. Elle resta assise seule à sa table de cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé fort, son esprit examinant tranquillement les pièces du puzzle. Elle savait depuis le début, bien sûr, que le crime, si tant est qu'on puisse le qualifier de tel, ne concernait pas l'acte lui-même. Il s'agissait de la peur qui le sous-tendait, les efforts qu'une personne était prête à déployer pour préserver une illusion soigneusement construite, le silence d'une mère, l'obsession d'un fils et la lente érosion d'un mensonge trop longtemps resté dans l'ombre. Pourtant, quelque chose la rongeait encore, un détail qu'elle ignorait. Elle repensa aux pétales. Les camélias ne se dispersent pas. Contrairement aux roses ou aux marguerites, ils tombent en un seul bloc, comme une couronne tombée. Mais les pétales qu'elle avait vus sur l'oreiller d'Iris avaient été arrachés, délibérément séparés, non par le vent ou la gravité, mais par les doigts, et pas les doigts d'Edward. Elle avait observé ses mains lorsqu'il jouait du piano à la fête paroissiale, des années auparavant. Nerveuse, trop lourde, jamais délicate. Non, celui qui avait disposé ses pétales, un par un, l'avait fait avec soin, précision, avec une parfaite compréhension des symboles. Quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Elle se leva lentement, prit son châle et sortit dans la lumière du matin, empruntant le sentier familier vers Lilac Cottage. Lorsqu'elle y parvint, Annabel Gray était déjà sur le porche, un livre sur les genoux, le regard perdu dans le vide. « Je pensais que tu viendrais », dit Annabel sans lever les yeux. Miss Marple était assise à côté d'elle, lissant sa jupe. Les oiseaux chantaient doucement dans les haies. Le silence entre elles était apaisant. « J'ai rendu visite à Iris hier », commença-t-elle. Elle se souvient de plus de choses qu'elle ne le laisse paraître. Annabel hocha la tête. Elle l'a toujours fait, même enfant. Miss Marple l'observa attentivement. « Je crois qu'elle sait que vous l'avez suivie cette nuit-là. » Annabel n'a pas bronché. « Pas au début, dit-elle, mais plus tard, quand elle s'est réveillée ici, confuse, à moitié consciente. Je pense qu'elle a compris que ce n'était pas Edward qui l'avait déplacée. Pas tout à fait. « Vous avez essayé de l'arrêter, » dit doucement Miss Marple. « Je l'ai fait, » murmura Annabel. « Mais j'étais trop tard. Il lui avait déjà donné quelque chose, rien de mortel, mais suffisamment pour la rendre impuissante. Je l'ai trouvé affalé sur le banc du jardin. Il était déjà parti. Il l'a laissé là, comme une chose brisée. Et donc tu l'as amenée à l'intérieur. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Je l'ai portée. Je lui ai essuyé le visage. J'ai essayé de la réveiller. Elle a murmuré mon nom une fois, puis plus rien. J'avais peur qu'elle meure chez moi. » La voix de Miss Marple était désormais très douce. Et les pétales. Annabel baissa les yeux sur ses mains. « Je voulais envoyer un message, » dit-elle. « Pas au village, à Iris. Je ne savais pas si elle s'en souviendrait, mais si elle a fait, je voulais qu'elle sache qu'elle n'avait pas imaginé cela, que quelqu'un était là, que quelqu'un l'avait sauvée.
Miss Marple hocha lentement la tête. « Mais tu n'as rien dit à la police. »« Non, » répondit Annabelle, « parce que je savais qu'ils poseraient des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Des questions sur le passé, sur Edward, sur ce qui s'était passé des années auparavant. Je n'étais pas sûre qu'ils me croiraient si ça venait de moi. Pas après tout ce que Sylvia avait dit à l'époque. » Il y eut un long silence. Miss Marple fouilla alors dans son sac et en sortit l'enveloppe déchirée, celle qu'elle avait trouvée près des pots de fleurs lors de la bagarre d'Edward dans le jardin. Je crois que c'était destiné à Iris. Annabelle le prit d'une main tremblante. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le demi-mot encore visible sur le rabat. Sa propre écriture. « Je lui ai écrit », murmura-t-elle. « Le lendemain matin, je n'ai pas supporté de le dire à voix haute. Je lui ai tout raconté, la nuit où elle m'a rendu visite, le passé d'Edward, ce que j'avais fait pour la protéger. Je l'ai laissé sur le banc du piano. Je ne sais pas comment il a fini dehors. Je crois, dit doucement Miss Marple, qu'Edward est revenu. Il cherchait quelque chose à détruire. Il a dû trouver la lettre avant votre retour du village, mais il a laissé tomber l'enveloppe dans sa panique. » Annabelle secoua lentement la tête, bouleversée par tout cela. « Penses-tu qu'elle me pardonnera un jour ?» demanda-t-elle. Miss Marple lui toucha la main. « Elle n'a pas besoin de le faire. Ce n'est pas toi qui lui as fait du mal, c'est toi qui es resté, même quand il aurait été plus facile de fuir. » Annabelle détourna le regard, les yeux humides. Le lendemain, Iris visita Lilac Cottage. Elle n'apporta ni lettre, ni valise, ni artifice, juste une assiette de sablé et un petit bouquet de violettes. Elles restèrent assises ensemble pendant plus d'1 heure. Personne ne les vit pleurer, personne ne les vit parler. Mais quand Iris partit, elle embrassa Annabelle sur la joue. Et c'était suffisant. À la fin de la semaine, le village avait repris son souffle. Sylvia Denham était présente à la collecte de fonds paroissiale, le sourire plus pâle qu'avant, mais toujours aussi présent. Elle racontait à ceux qui l'interrogeaient qu'Edward se rétablissait à la campagne et qu'Iris se concentrait à nouveau sur sa peinture. Elle évita complètement le sujet du mariage. L'histoire, comme c'est souvent le cas dans les villages, s'est peu à peu transformée en quelque chose de plus acceptable. La brève dépression d'une jeune femme, le dévouement d'une mère, une lettre mystérieuse jamais vraiment expliquée. Et avec le temps, elle s'est installée sous la surface, comme toutes les vérités dérangeantes. Mais Miss Marple savait mieux que ça. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans son jardin, avec une pelote de laine sur ses genoux et une petite radio bourdonnant en arrière-plan, elle réfléchit à tout cela, non pas avec triomphe, mais avec une tristesse silencieuse. On imagine souvent qu'un meurtre survient au moment où un couteau jaillit ou qu'un coup de feu retentit. Mais bien plus souvent, les dégâts se font par petites touches, par des silences, des choix, des histoires racontées trop tard, voire pas du tout. Et lorsque les pétales sont dispersés sur le mauvais lit, c'est rarement une erreur, c'est un message. Et seuls ceux qui comprennent le langage de la mémoire savent comment le lire. 2 semaines passèrent, et le village reprit lentement son rythme. Le marché du lundi bourdonnait de nouveau, même si les murmures n'avaient pas complètement disparu. Ils ne s'étaient jamais vraiment dissipés à Sainte-Marie-Bramble. Ils se contentaient de se loger dans les coins, comme une fine poussière réapparaissant au soleil. La plupart parlaient désormais d'Iris avec une sorte d'admiration discrète, comme si survivre à cette épreuve l'avait élevée, transformée de la charmante mais timide jeune fille de Denham en quelque chose de plus consistant, forte, posée, une silhouette qui n'était plus définie par la main de sa mère ou l'ombre de son fiancé. Miss Marple
observe attentivement ce changement. Elle remarqua que le boucher appelait Iris. Mademoiselle Denham maintenant, plutôt que la fille de Denham, comme la maîtresse de poste se penchait en avant pour lui parler, lui offrant de petites faveurs, de petits signes de respect. Le respect était une chose fragile dans ces villages. Une fois perdu, il revenait rarement. Mais lorsqu'il revenait, c'était souvent le signe que la vérité, quelle que soit sa forme, avait enfin été acceptée. Et pourtant, malgré tout le calme apparent, Miss Marple sentait encore quelque chose d'inachevé. Elle revint à Lilac Cottage par un après-midi frais, sous prétexte de livrer des confitures de framboises. Annabelle l'accueillit avec un léger sourire et la conduisit au salon, où une fleur de camélia, fraîche, blanche et entière, trônait dans un bol en verre sur le rebord de la fenêtre. Elles burent du thé en silence pendant un moment. Ce n'était pas gênant. Certains silences, surtout entre femmes âgées qui ont porté trop de fardeau, sont comme des ponts plutôt que des murs. Miss Marple posa sa tasse. « Tu n'as pas demandé ce qu'il est advenu de la lettre ?» dit-elle doucement. Annabelle leva les yeux. « J'ai supposé qu'il avait été détruit. Ou enfermé. »« Ni l'un ni l'autre, » dit Miss Marple. « Je suis retournée au piano. Je savais qu'Edward l'avait fouillé, mais il a été négligent, il n'a pas pris les pages manuscrites, juste l'enveloppe extérieure. » Les lèvres d'Annabelle s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « J'ai la lettre, » poursuivit Miss Marple. « Je l'ai gardée scellée, mais j'en ai lu suffisamment pour comprendre, tout comme l'inspecteur Grange. » Annabelle prit une inspiration superficielle. « Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de bruit, d'accusation, de la honte sur chaque clôture et chaque torchon ? Parce que parfois, dit Miss Marple, la vérité n'a pas besoin de spectacle. Grange est un homme discret. Il croit que le pire est fait. Edward ne reviendra pas. Iris a enfin été protégée, non par des mensonges, mais par la clarté. Le passé a été documenté, enregistré, et c'est tout ce que la loi exige désormais. » Annabelle hocha lentement la tête. Et Sylvia? Les yeux de Miss Marple vacillèrent. Elle ne sera pas poursuivie. Ses actes, bien que répréhensibles sur le plan moral, ne constituent pas un délit, du moins aux yeux de l'inspecteur. Et c'est peut-être mieux ainsi. Le village la jugera plus sévèrement que n'importe quel tribunal. Elle ne s'en remettra pas, dit Annabelle, d'une voix non cruelle, mais factuelle. Elle retrouvera sa routine, son contrôle, mais quelque chose en elle est brisé. Miss Marple n'était pas en désaccord. C'est souvent le cas, quand la vérité éclate, enfin. Il y eut un silence. Annabelle regarda vers le piano. Une douce lumière frappa son couvercle, illuminant un grain de poussière. « Je n'avais jamais eu l'intention de rester, » dit-elle. « Quand je suis revenue, c'était juste pour dire au revoir à cet endroit. Mais Iris est venue à moi, et j'ai vu ce qu'elle était devenue, non pas à cause de Sylvia, mais malgré elle. Et j'ai su que je ne pouvais plus repartir, pas encore. » Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit l'enveloppe scellée. « Ceci t'appartient, » dit-elle. « Ce que tu en fais maintenant, c'est à toi de décider. » Annabelle le prit lentement, son poids soudain immense. L'espace d'un instant, ses doigts tremblèrent. Puis elle le posa sur la table à côté d'elle et joignit les mains. « Je n'ai pas besoin de le relire, » dit-elle doucement. « Mais je le garderai, pour qu'un jour, si Iris veut le savoir, tout, la vérité est là, pas pour le drame, pas pour la vengeance, juste pour qu'elle comprenne. » Miss Marple sourit faiblement. « Tu as toujours été plus gentille qu'on ne le pensait. » L'après-midi avançant, Miss Marple traversa le village.
Des enfants la croisèrent à vélo. Un chien aboya sans raison particulière. Le monde s'était redressé, pas complètement, mais suffisamment. À la maison d'Enham, les rideaux étaient de nouveau ouverts. Iris se tenait dans le jardin, taillant un rosier, les cheveux détachés. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple passa le portail. « On prend le thé demain ?» appela Iris, un petit sourire sincère aux lèvres. Miss Marple lui rendit son sourire avec chaleur. « Toujours. » Elle continua son chemin, l'air frais, les camélias derrière elle intactes sur leurs tiges. Mais alors même qu'elle atteignait sa porte, une pensée persistait. Il restait une personne à qui elle n'avait pas parlé, pas directement. Et c'était Edward. Elle savait où il se trouvait. Au sanatorium près de Dorchester, un établissement calme où le repos était l'objectif et le silence la méthode. Elle avait reçu la veille une brève lettre de l'inspecteur Grange confirmant son état. Stable médicalement, toujours renfermé, ne parlant pas des événements, mais ne résistant pas non plus au traitement. C'était Iris qui avait refusé de venir lui rendre visite, et Miss Marple a compris. Mais il restait encore une ligne dans l'histoire qui n'était pas fixée, une ligne de plus, légèrement tordue. Elle s'assit à son bureau et sortit une feuille de papier bleu pâle. « À Monsieur Edward Browning, j'espère que cette lettre vous trouvera en paix, ou du moins dans un endroit où la paix n'est pas si loin. Je ne vous écris pas pour vous juger, ni même pour vous demander pourquoi. Je vous écris parce qu'il y a quelque chose que je crois que vous méritez de savoir. Quelque chose qui ne vous a jamais été clairement dit. Annabelle ne t'a jamais détesté. Elle était effrayée, oui, et déçue, mais pas cruelle. Elle te voyait comme un garçon, pris dans quelque chose de trop grand pour lui, emporté par la solitude et la confusion des contes de fées. Ce n'était pas de l'amour, Edward, mais ce n'était pas non plus du dégoût. C'était du chagrin. Et c'est une chose plus douce que celle que la plupart des gens expriment lorsqu'ils ont été lésés. Je n'attends pas de réponse, mais j'espère qu'un jour, tu trouveras le courage de dire la vérité, ne serait-ce qu'à toi-même. Bien à vous dans l'espoir, Jane Marple. Elle a scellé l'enveloppe et l'a mise de côté pour l'envoyer par la poste. Dehors, le soleil couchant s'étendait, doré, sur les toits du village, et le son d'une musique de piano lointaine, faible, hésitante, puis plus régulière, flottait depuis Lilac Cottage à travers les arbres. Les pétales étaient tombés, l'orage était passé, mais la mémoire, comme la musique, ne s'est jamais vraiment estompée. Il a juste changé de clé. Miss Marple choisit un mardi, après-midi, pour ce qu'elle appela, dans son mot à Sylvia, une petite répétition de bon sens. Le ton était suffisamment doux pour passer inaperçu. Elle invita Iris, bien sûr, et demanda à Annabelle de venir, si cela ne représentait pas une trop grande contrainte. Elle incluait le docteur Trask sous prétexte de s'enquérir de la constitution d'Iris et de l'inspecteur Grange, car, comme elle l'écrivit avec une politesse délibérée, votre sens des arrangements pratiques est très aiguisé. Personne ne fut prévenu qu'il s'agissait de plus qu'une simple tasse de thé. Personne ne serait venu si tel avait été le cas. Le salon de Hillside House donnait sur le jardin. L'air embaumait d'une légère odeur de buis humides et de cire d'abeille. Sylvia, toujours au tété aussi correcte, s'était habillée de gris tourterelle et de perles et avait apporté une boîte de gâteaux parfumés à la violette, les siens, car, comme elle le disait avec un petit sourire las, il semble juste de terminer ce qui a été commencé. C'était Sylvia, toujours occupée à remettre en ordre les bords d'un rideau effiloché, tandis que le mur derrière se fissurait. Ils commencèrent comme des invités.
Les tasses furent remplies, les soucoupes déposées avec ce tintement délicat qui annonce que tout va bien. Le docteur Trask parla du gel tardif. Grange complimenta la clématite et accepta du sucre, un morceau, comme à son habitude. Iris était assise entre Miss Marple et Annabelle, pâle mais ferme, les mains jointes, un léger filament bleuté se mouvant délicatement à son poignet. Annabelle ne regarda pas Sylvia, et Sylvia ne regarda pas Annabelle. Il y a des silences plus anciens que toute conversation. Miss Marple attendit que chacun ait ce qu'il lui fallait, puis, comme si elle se souvenait d'une anecdote, dit « Je me demande, Sylvia, auriez-vous l'amabilité de me montrer précisément comment vous avez servi les gâteaux au thé de fiançailles? J'écris un mot pour l'Institut des femmes, purement pour le ménage. Et il se soucie vraiment de l'ordre. Le placement est primordial dans un village, vous ne trouvez pas? Personne n'a pensé à s'y opposer. C'était le genre d'enquête intérieure qui désarme une pièce. Sylvia s'exécuta sans hésiter. Elle se leva, décacheta la boîte, souleva le papier sulfurisé et disposa les petits gâteaux ronds comme elle le faisait depuis ses années londoniennes, humblement, comme si elle n'avait appris que le rituel. Elle dressa une assiette pour chaque invité, les gâteaux formant un croissant bien net, laissant 2 gâteaux garnis de violettes sucrées, sombres, parfumées, distinctives, séparées sur le bord de la boîte. Elle hésita, presque imperceptiblement, avant de prendre l'une de ces violettes et de la déposer, par instinct et non par réflexion, dans l'assiette d'Iris. Elle ne vit pas le crayon de Grange s'arrêter au-dessus de son carnet. Elle ne vit pas les yeux d'Annabelle baisser. Elle vit Miss Marple l'observer, mais Miss Marple l'observait toujours. « Parfaitement réussi, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Vous avez toujours été habile pour les portions. Qui d'autre a reçu une violette sucrée ce jour-là? » La gorge de Sylvia se serra. La mariée, bien sûr. C'est une coutume dans notre famille, une petite bénédiction. Et l'autre? Une pièce de rechange, dit Sylvia trop vite, pour faire le plein. Miss Marple se versa un peu plus de thé, comme si c'était la réponse qu'il fallait. Docteur Trask, dit-elle presque distraitement, quand vous avez examiné Iris cet après-midi-là, vous m'avez dit que le goût de ce qu'elle avait pris aurait été amer. Sans aucun doute, répondit-il. Ce n'est pas quelque chose qu'on avale sans s'en apercevoir, à moins d'être masqué. Masqué par quoi? Des arômes puissants, de l'anis, de l'huile essentielle d'orange, de l'essence de violette, assurément. La tasse de Sylvia trembla lorsqu'elle la posa. Tu ne veux quand même pas dire. Ça veut dire. Miss Marple cligna des yeux, toute innocente. Ça veut dire que la chose qu'Iris seule mangeait, celle qu'aucune autre dame ne touchait, était l'endroit le plus facile pour cacher un goût qu'il ne fallait pas goûter. Elle secoua la tête, comme si elle se regardait elle-même. Non, je ne dirais pas ça. Ce serait cruel de le dire sans en être sûr. Il ne faut pas accuser quand on soupçonne. « Mais tu en es sûr ?» murmura Sylvia. « Je suis sûre des motifs, » dit doucement Miss Marple. « Et des mains. Voyez-vous, j'ai toujours remarqué que vous serviez le gâteau de la mariée en premier et que vous gardiez une jumelle de côté, comme vous l'avez fait aujourd'hui, pour être sûr qu'elle soit la plus jolie. J'ai aussi remarqué notre registre de pharmacie. » Elle se tourna vers l'inspecteur Grange, qui sortit, sans le moindre effort théâtral, une page recopiée de sa main soignée. Une potion a été distribuée 3 jours avant le thé. Poursuivit Miss Marple, de l'hydrate de chloral, marqué « Pour les nerfs », signé par Mame Denham. « C'était pour moi, » dit Sylvia. « Je ne dormais pas. »« Peut-être, » acquiesça Miss Marple, « mais la dose que vous avez prise n'était pas celle d'Iris. »
Sylvia regarda les deux violettes sucrées, comme si c'était en de petits yeux accusateurs. « Je voulais la calmer, dit-elle, seulement pour la calmer. Elle tremblait pour des broutilles, elle s'en prenait à la bonne, elle parlait de vieux professeurs et de vieilles lettres. Je pensais qu'un peu de paix l'empêcherait de errer. Le mot ne concernait pas les pieds. Je ne voulais pas faire de mal. Aucune mère ne le fait jamais, dit Miss Marple avec une tristesse si douce qu'on aurait pu croire à de la compassion. Mais on fait du mal quand même, quand on choisit le contrôle plutôt que la vérité. Et la peur est un enseignement pour un cuisinier maladroit. Je ne l'ai pas empoisonné, dit Sylvia, et c'était une sorte de supplication. Je ne l'ai pas fait. Edward l'a retrouvé plus tard. Il a aggravé les choses. J'ai seulement essayé d'empêcher la journée de s'écrouler. Et quand il s'est effondré, dit Miss Marple, vous avez arrangé la scène pour sauver l'histoire. Vous lui avez brossé les cheveux, vous avez lissé la robe, vous avez placé ce que vous pensiez être interprété comme un évanouissement, des pétales sur l'oreiller, comme une vendeuse qui imagine une romance tragique. Sauf que les camélias ne tombent pas en pétales, ils tombent en fleurs entières. Les yeux de Sylvia se posèrent alors sur Annabelle, seulement pendant un battement de cœur, mais suffisamment longtemps. Et à Lilac Cottage, dit Miss Marple en se tournant légèrement, pour qu'Iris puisse l'entendre et ne pas être surprise par sa forme, quelqu'un a déposé une fleur entière, ni déchirée, ni éparpillée. Un message d'attention. C'était toi, Annabelle, n'est-ce pas? Quand tu as ramené la fille à l'intérieur, elle n'insista pas. Elle n'en avait pas besoin. Les mains d'Annabelle étaient jointes sur ses genoux, et cette réponse suffisait. Quand Iris a été ramenée chez elle, quelques pétales détachés l'ont suivie. Et toi, Sylvia, en les voyant leur blancheur et non leur signification, tu as brisé la fleur pour que le village ne lise pas l'adresse inscrite sur la fleur. Tu craignais qu'ils ne disent Lilac Cottage, plus fort, qu'ils ne disent à l'aide. Le silence ressemblait à celui de l'intérieur d'une église, quand personne ne prie. Je n'avais aucune intention de tout ça, dit enfin Sylvia, presque pour elle-même. Je voulais protéger. D'abord Édouard, puis Iris. Je n'ai rien fait d'autre de toute ma vie que de tenir, tenir, tenir. Elle leva les yeux, et pour la première fois, il n'y avait plus aucun vernis. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Dire la vérité et regarder le village nous mettre en pièces? La voix de Miss Marple était très douce. Oui, dit-elle, parce que c'est en déchirant qu'une blessure se vide, et si elle ne le fait pas, elle empoisonne le sang. Vous le savez maintenant, vous le saviez quand vous l'avez déplacé. Grange, qui n'avait rien dit, écrivit une ligne et ferma son carnet. Le docteur Trask fixait ses mains. Iris ne parlait pas. Elle écoutait de tout son corps, le menton levé, non pas pour défier, mais pour survivre. « Je ne serai pas facturée, » dit Sylvia après un moment, sans poser de questions. Grange secoua la tête. « Pas pour ça. La potion vous était prescrite, et la dose était incertaine. Il y a de quoi critiquer et s'affliger, Madame Denham. Mais la loi n'atteint pas toujours ce que peut atteindre le cœur d'un village. » « Et le village, dit Sylvia avec un petit rire fatigué, a déjà jugé. Les villages pardonnent à leur manière, dit Miss Marple, lentement, partiellement, de manière irrégulière. Mais ils apprennent quand on leur en donne l'occasion. Si vous le souhaitez, vous pouvez leur apprendre quelque chose de mieux que le contrôle. » Le regard de Sylvia se posa sur Iris et s'y arrêta. Ce regard avait duré longtemps. Les anniversaires, les Noëls, les bulletins scolaires, et le jour où Iris avait trébuché pour la première fois sur une valse de Chopin.
tandis que sa mère se tenait sur le seuil, feignant de ne pas être fière. « Je ne peux pas lui demander pardon, » dit-elle. « Tu peux lui dire la vérité, » répondit Miss Marple, « et ensuite accepter ce qu'elle te donne, que ce soit peu ou beaucoup. » Iris se leva. Son geste était simple, sans fioriture. Elle traversa l'espace qui les séparait et resta assez près pour être touchée. « Je ne sais pas ce que je peux donner, » dit-elle. « Pas encore. »« Je sais, » murmura Sylvia. La respiration d'Annabelle produisait un son ténu, comme une feuille qui se pose. Elle n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes, comme si l'immobilité était le seul honneur qui lui restait. Miss Marple vit que le moment était venu. Elle prit la boîte et, avec l'autorité d'une simple domestique, la referma. « Personne ne mangera ça, » dit-elle d'un ton léger, et ce fut une gentillesse de laisser la pièce respirer. « On prendra des sablés à la place, c'est plus rassurant pour tout le monde. » Un léger sourire passa sur les lèvres d'Iris. Grange accepta une autre tasse dont il n'avait pas besoin. Le docteur Trask s'enquit à nouveau de la clématite, avec une attention inhabituelle pour la motte. Annabelle regarda vers le jardin, où une tache de lumière s'était ouverte sur l'herbe, telle une pensée nouvelle. Plus tard, lorsque les invités furent partis, et que seule Miss Marple resta pour aider à rassembler les tasses, Sylvia s'attarda près de la porte, les mains vides. « Je t'ai toujours trouvé méchant, » dit-elle, puis elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas vrai. Je te croyais acharné, que tu préférais briser une vie plutôt que de laisser un mensonge subsister. » Miss Marple sourit, mais son sourire était triste. « Les mensonges ne tiennent pas debout, Madame Denham. Ils penchent, et ceux qui sont en dessous apprennent à se courber. Je n'aime pas voir des gens se courber là où la stature est possible. » Les yeux de Sylvia s'emplirent de larmes. « Vas-tu parler à Iris quand elle sera prête ?»« Si elle me le demande, » dit Miss Marple. « Mais elle est prête à se débrouiller seule maintenant. Elle ira là où l'honnêteté est possible, c'est-à-dire toujours loin de la peur. » Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta près de la haie par habitude. Une fleur de camélia, tombée entière, gisait nichée dans l'herbe. Elle la souleva, intacte, et la déposa délicatement sur le poteau du portail, comme pour redonner à une couronne sa juste hauteur. Personne au village ne dirait, par la suite, qu'il y avait eu une grande révélation. Il n'y avait eu que du thé, des phrases courtes et la rupture discrète d'une coutume qui avait trahi ceux qui la respectaient. Mais ce sont ces révélations qui durent. Elles ne laissent aucune trace de brûlure, elles laissent de la place. Et quelque part au-delà des haies, dans un établissement silencieux qui préférait le chant des oiseaux aux cloches, un jeune homme reçut une lettre écrite d'une écriture qu'il avait souvent vue sur les affiches paroissiales. Et il lut les mots qui ne l'excusaient pas, mais ne le méprisaient pas non plus. Il la plia, la posa sur la table de chevet et, pour la première fois depuis des semaines, s'endormit sans rêve. Le village respira. Le piano de Lilac Cottage se souvint d'un vers qu'il avait oublié. Les pétales cessèrent d'être des preuves et redevinrent des fleurs. Et Miss Marple, qui n'avait jamais eu besoin d'avoir le dernier mot, tricota 3 rangs de plus et ne dit rien du tout. Les jours qui suivirent le thé, le seul genre de règlement de compte que Sainte Marie Bramble tolère, la vie reprit son doux vacarme, mais avec une tonalité différente sous la mélodie. On accueillit Sylvia Denham avec une politesse prudente, comme on parle dans une chambre de malade, non par malice, mais parce que la miséricorde est plus facile quand elle ressemble à de bonnes manières. Elle n'invita personne, elle ne cuisinait plus comme avant. Le service à thé en argent resta poli, mais c'est mademoiselle Larkin
qui apporta le gâteau à la réception, et personne ne laissa entendre que quoi que ce soit avait changé, car le dire aurait été vulgaire. Iris commença à marcher le matin, une toile sous le bras, non pas par intention de peindre en plein air, ce qui n'était pas le cas, mais parce qu'elle aimait la sensation du poids. Elle s'arrêtait devant les portails, les haies et les murs de pierre, et réalisait de rapides croquis, d'angles et d'ombres. Le village, ambitieux, malgré ses petites ambitions, commença à spéculer qu'elle exposerait à la fête. La femme du boucher dit qu'elle achèterait un tableau du pont. La femme du curé choisit le tilleul du cimetière. C'est une des singulières générosités des villages que, lorsqu'ils ont failli briser une femme, ils achètent plus tard son courage sous la forme de petits rectangles encadrés. Annabelle reprit l'enseignement, d'abord avec la prudence de quelqu'un qui essaie de ne pas montrer qu'il essaie, puis avec un cœur plus ferme. 2 filles arrivèrent le mardi, après l'école, les cheveux noués et les doigts raides à force de répéter leur gamme. Un jour, alors qu'elles jouaient une valse trop vite, Annabelle éclata de rire, un son qui les surprit, puis les rendit courageuses. Elle n'appela pas le morceau par son nom. Elle l'appelait « celui qui pardonne », une faute si on l'avoue immédiatement. Et les filles ne l'oublièrent pas. Le jeudi soir, la lumière de Lilac Cottage restait allumée plus tard qu'avant, et les voisins parlaient quand de la musique qui flottait à travers la haie, comme si elle avait toujours existé et qu'elle continuerait sûrement, comme les coucous du printemps ou les impôts. L'inspecteur Grange rendit visite à Miss Marple, non pas en tant qu'inspecteur, mais en ami, prétendant avoir apporté des papiers à signer, car il ne pouvait admettre qu'il avait besoin qu'elle déclare l'affaire close. Il s'assit à sa table de cuisine et refusa les biscuits à la cannelle, qu'il refuse toujours, puis en mangea 2, pensant qu'elle ne regardait pas. « Ce sera le calme maintenant », a-t-il dit, plus comme une supplication que comme une prédiction. « Ce sera plus calme », corrigea Miss Marple en lui servant du thé. Le calme est un mot que les gens utilisent pour dire « j'espère ne pas être dérangé ». Le calme est ce que l'on obtient quand les gens commencent à dire la vérité et doivent ensuite apprendre à vivre avec. « Vous ne prenez pas de vacances, Miss Marple ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Même un général se retire entre 2 campagnes. « J'ai pris ma retraite il y a des années, » dit-elle, ce qui le fit rire, car il n'avait jamais rencontré de soldat qui se retirait de la pensée. Une lettre arriva du Dorset, l'enveloppe soigneusement glissée, sans adresse de retour. Miss Marple reconnut la retenue. À l'intérieur, en lignes courtes, comme si l'auteur réapprenait à utiliser des phrases, Edward Browning la remerciait de lui avoir écrit. Il disait qu'il n'avait pas compris que le chagrin pouvait être une réponse, et que peut-être il pouvait la supporter. Il ne demanda pas d'informations sur Iris. Il ne demanda pas de nouvelles. Il avait enfin appris l'une des rares leçons qui coûtent moins cher que le silence. Miss Marple lui répondit un jour. Elle lui raconta que le jardin de Hillside House s'était calmé, que les rosiers du parterre ouest avaient donné des fleurs tardives, comme s'ils voulaient que la saison ne finisse pas. Elle ne parla pas des camélias. Certaines fleurs ne se nomment pas, elles se portent. Un jeudi, alors que le temps était clément, Iris se présenta à la porte de Miss Marple avec un paquet emballé et un regard qui trahissait son intention de faire preuve de courage, que le courage l'accompagne ou non. Elles prirent le thé dans le petit jardin, où le thym poussait en désordre dans les fissures du chemin, et Miss Marple ne demanda pas ce qu'il y avait dans le papier Kraft, car elle savait qu'Iris le lui dirait si cela ne lui faisait pas de mal. « C'est pour toi », dit enfin Iris, en rapprochant le paquet, comme un bateau à la dérive. « Seulement si tu le veux. »
Miss Marple déballa lentement le papier. À l'intérieur se trouvait une petite toile, pas plus grande que le couvercle d'une boîte à biscuits. La peinture était soignée et sobre, et le sujet simple. Un camélia blanc tombé entier sur un parquet sombre, le veinage des planches suggéré plutôt que détaillé, un fin croissant de lumière indiquant l'endroit où une porte avait été ouverte, mais pas encore franchie. La fleur n'avait rien de sentimental. Elle n'avait rien de tragique. Elle était là, telle une chose qui avait choisi d'être elle-même. Miss Marple l'admira longtemps. « Tu m'as donné ta mémoire, dit-elle, et Iris secoua la tête. « Non, dit Iris, calme. Je t'ai donné le mien après avoir appris à le tenir. C'est différent quand tu le poses et que tu le regardes. Ça cesse d'être une tempête et ça devient la météo. Tu peux planifier ta journée en fonction de la météo. Ta mère voudra voir ça, dit Miss Marple, non pas comme une prescription, mais comme une invitation. Elle le fera, répondit Iris, et elle ne broncha pas. Ils parlèrent d'autre chose après cela, d'une marmelade trop prise, de la femme du boulanger qui s'était mise à porter des chapeaux, de taille trop petits, refusant d'admettre que le temps exige ses privilèges. Quand Iris partit, elle n'emporta rien et en parut plus légère. L'après-midi suivant, une petite course lui était confiée. Miss Marple se rendit à Hillside House avec un bouquet de romarins et une feuille pliée en deux. Sylvia l'accueillit à la porte et s'écarta, comme le fait quelqu'un qui n'a pas encore décidé si sa maison est amie ou ennemie. « Je t'ai apporté une recette, » dit Miss Marple, en brandissant le papier comme un drapeau. « Des sablés. J'ai pensé que ce serait reposant de préparer quelque chose qui ne nécessite ni épices ni décoration. » Sylvia le prit comme si cela allait le couper. Elles allèrent dans la cuisine et mesurèrent ensemble, telles des conspiratrices qui souhaitent que leur plan soit ennuyeux et donc efficace. Farine, sucre, beurre, sel. Sylvia travailla la pâte avec des mains qui avaient appris à tout faire avec fermeté, et Miss Marple lui montra où la douceur est la plus efficace. Une fois les biscuits au four, elles s'assirent et Miss Marple plaça le romarin entre elles. « Pour mémoire, » dit Sylvia, à moitié question. « Et pour le courage, » répondit Miss Marple. Sylvia ne s'excusa pas. Elle ne fit pas d'aveu. Elle demanda plutôt si Miss Marple trouvait les dahlias vulgaires. Miss Marple répondit qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient simplement eux-mêmes et rarement améliorés par une intervention. Sylvia comprit la leçon et l'accepta sous couvert d'horticulture. C'est vers la fin de la semaine que le dernier petit fil tendu trouva son nœud. Un garçon de l'épicier, de ces types qui trottent, plutôt que de marcher, parce qu'ils n'ont pas encore compris que le temps viendra, qu'ils se dépêchent ou non, frappa à la porte de Miss Marple, tenant un paquet, enveloppé dans un tissu rugueux. Il dit que c'était pour la dame qui remarque les choses, ce qui fit sourire Miss Marple, et regretta sa réputation auprès des moins de 13 ans. À l'intérieur du tissu se trouvaient les pages manquantes du livre de Chopin, brunies sur un bord, comme si elles avaient été trop près d'un feu, et récupérées au dernier moment. Sur la feuille supérieure, quelqu'un avait écrit, d'une écriture jeune, qui avait autrefois voulu être dramatique, et qui avait depuis appris ses limites. Une seule phrase, « Je suis désolé d'avoir confondu ce que je voulais avec ce qui était vrai. » Le garçon raconta qu'un jardinier avait trouvé le paquet dans le cimetière, près de l'if, comme si l'arbre l'avait gardé en sécurité, jusqu'à ce qu'il juge le village capable de ne plus le briser. Miss Marple ne doutait pas de la discrétion de l'if. Elle envoya les pages à Lilac Cottage avec un mot qui ne mentionnait pas la Providence. L'été s'adoucit. La fête arriva,
et obéissant à tous les récits qui choisissent de ne pas embarrasser leurs auteurs, elle fit un tabac. Iris accrocha 3 petites toiles dans la salle paroissiale, le pont en milieu d'après-midi, quand l'eau semble presque croire qu'elle peut penser, le tilleul dans la lumière tardive et le camélia au sol. La première fut vendue à la boucherie, qui la suspendit de travers, puis la corrigea, puis la recroquevilla à nouveau, car elle la préférait ainsi. La seconde à la vicaire, qui se surprit à pleurer un peu en donnant sa pièce. La troisième ne fut pas vendue, car Iris ne lui avait pas fixé de prix. Elle était suspendue comme une cloche silencieuse parmi les guirlandes et les pâtés, et ceux qui la voyaient éprouvaient, sans vouloir la nommer, la sensation d'être autorisés à la regarder sans qu'on leur demande de la juger. À l'approche de la fermeture, Miss Marple se tenait près des tables à tréteaux, une tasse en carton remplie de thé tiède, et regardait les gens essayer de se comprendre après avoir failli échouer. Elle vit Sylvia saluer Annabelle d'un signe de tête, comme on saluerait un voisin à la poste, sans oser, sans fausseté, mais pour commencer. Elle vit Annabelle lui rendre son hochement de tête. Elle vit Iris rire d'une remarque de Miss Larkin, puis choisir de ne pas la répéter. C'est une force différente, plus rare. Elle jeta sa tasse vide dans une poubelle et pensa, une fois de plus, que le soulagement n'est rien d'autre qu'un chagrin à qui on a dit qu'il pouvait s'asseoir. Sur le chemin du retour, elle passa devant la haie, où les camélias s'épanouissaient malgré tout. Une seule fleur était tombée, intacte, et gisait à l'ombre du portail. Cette fois, elle ne la ramassa pas. Elle la laissa là où elle avait décidé de se reposer. L'histoire n'avait plus besoin d'elle. Elle n'avait besoin de personne. Dans son salon, le petit tableau posé sur la cheminée à côté d'une photo d'une garden party d'autrefois, où personne n'était mort d'autre chose que de honte, Miss Marple enfila son aiguille et se mit à tricoter. La radio jouait doucement. Un rouge-gorge insista pour une place qui lui avait déjà été accordée. La pièce s'apaisa. Elle pensa à Edward, endormi quelque part sans rêve, à Sylvia apprenant la recette du silence, à Annabelle comptant les battements pour des filles qui ne comprendraient jamais ce que cela avait coûté d'entendre dire qu'elles pouvaient faire leurs propres erreurs et être aimées. Et elle pensait, avec cette gratitude pratique et intime qu'elle réservait à la fin des épisodes désordonnés, que le monde, étant ce qu'il est, fournirait bien assez tôt un autre nœud. Mais pour l'instant, les pétales étaient à leur place. Le mauvais lit avait été refait par des mains honnêtes. Le village, qui ne changeait pas rapidement, avait un peu changé. Miss Marple sourit pour elle-même, soignée et petite, et compta les mailles par 2. Le ciel au-dessus de Seine. Mary Bramble était d'une douce lueur de fin d'automne lorsque Miss Marple fit sa dernière promenade devant Lilac Cottage cette saison-là. Les camélias commençaient à faner, leurs fleurs plus douces, plus fragiles sur les bords, mais conservant la dignité d'avoir résisté au vent et à la pluie sans perdre leur blancheur. Les fenêtres du cottage étaient ouvertes, et de l'intérieur parvenait le son d'une valse lente, jouée avec soin, les pauses étant réfléchies, les élèves apprenant à leur manière, non seulement par la musique, mais aussi par la compréhension que les erreurs ne doivent pas nécessairement mettre fin à un morceau. Les événements des dernières semaines avaient transformé le village en une acceptation acceptable. Tout n'était pas parfait. Les villages ne le sont jamais. Certains évitaient encore Sylvia Denham, d'autres lui parlaient avec la joie réservée à ceux dont on connaît le passé, mais qui ont accepté, en silence, de ne pas le mentionner. Edward restait absent, et même si personne ne le disait, il y
avait un soulagement inexprimé. Iris avait commencé à vendre discrètement ses tableaux sur le panneau d'affichage de la poste, des paysages, des natures mortes, et une étude minutieuse d'une fleur blanche, isolée, entière, sur du bois poli. Elle ne lui avait jamais donné de titre, mais tout le monde le savait. Annabelle enseignait désormais à 3 élèves, les filles du mardi et un garçon du vendredi, dont l'enthousiasme dépassait ses compétences. Le soir, elle se promenait parfois avec Iris dans le chemin, non pas à la manière de conspirateurs, mais à la manière de gens qui comprennent la même langue, sans avoir besoin de la parler souvent. Pour Miss Marple, il n'y avait eu ni arrestation officielle, ni démasquage public. Cette affaire n'avait jamais pris cette tournure. Ce qui comptait, c'était que la vérité soit établie, non pas la version scandaleuse dont le village se serait gavé, mais la vérité silencieuse et exacte. Une mère dont la peur se masquait en souci, un fils qui confondait possession et affection, un professeur qui subissait un exil immérité, et une jeune fille qui avait traversé tout cela sans se départir de son nom. Les pétales de camélia avaient été le fil conducteur, le petit détail erroné qui ne se reposerait pas tant qu'il ne serait pas placé à sa place. Et une fois placé, tout le reste, chaque demi-vérité, chaque silence, s'était dévoilé au grand jour. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son fauteuil, son tricot sur les genoux et son thé refroidissante à son coude. Le petit tableau qu'Iris lui avait offert était posé sur la cheminée, à côté d'un vase contenant une dernière fleur de camélia de la haie. Dehors, les réverbères clignotaient et, au loin, les cloches de l'église marquaient l'heure avec la même patience qu'elles avaient toujours eue. Elle pensa à Edward, au calme, apprenant, espérait-elle, la différence entre désirer et chérir. Elle pensa à Sylvia, ajustant ses habitudes point par point, essayant, peut-être pour la première fois, non pas de contrôler, mais simplement d'être présente. Elle pensa à Iris, pinceau à la main, façonnant son propre temps. Les affaires se sont terminées de diverses manières. Certaines par la fermeture d'une cellule, d'autres par des applaudissements. Mais les plus importantes se sont terminées ainsi. La vérité a été révélée à ceux qui en avaient besoin, et la vie a repris son cours, transformée mais intacte. Miss Marple sourit intérieurement, petite et satisfaite, et reprit son tricot. Dehors, un pétale tomba de la fleur dans le vase et atterrit, entier et intact, sur la table à côté d'elle. Elle le laissa là où il était. Il avait trouvé sa place,